Bien, donc nous avons ici une grue d'atelier qui permet notamment de soulever les moteurs des capots de voiture. Donc son utilisation est simple. On va d'abord enlever les sécurités. Vous avez des goupilles qui permettent d'empêcher les pieds de tomber. Donc on enlève ces goupilles, on abaisse les pieds, on soulève légèrement la grue au milieu pour pouvoir remettre la goupille à l'intérieur. Tout seul, c'est très bien. Voilà. Hop. Voilà un bras qui est mis. On fait pareil avec le suivant. Alors bien entendu, ça suppose que quand on range la grue, on fait l'opération inverse pour éviter que les copains se prennent ça sur la figure après. Alors vous pouvez être à deux pour le faire, hein, histoire de soulever un petit peu le milieu, et au passage, les galets qui sont au milieu, les petits troncs qui sont au milieu ne touchent plus le sol. Donc le contact avec le sol ne se fait plus que par les galets avant et les galets arrière. C'est le seul contact, les 4 seuls contacts avec le sol. Bien. Cette grue est théoriquement conçue pour ne pas basculer. Question de sécurité. Normalement, les roues, les galets avant, sont placés aux extrémités. On les a déplacés pour faire que cette grue puisse basculer. C'est une grue pédagogique pour étudier justement le basculement des grues. Cela dit, en atelier, il se peut que vous tombiez sur des grues qui ont été conçues à des époques où le basculement était possible, donc il est tout à fait possible de rencontrer des grues d'atelier qui peuvent basculer. Pour, ici, relever la flèche, on vient insérer le manche à l'endroit prévu, on vient s'assurer que, ici, le vérin est bien fermé, pour qu'il y ait de la pression dedans, et ensuite, on vient soulever par les coups de pied. Ça se fait quasiment sans effort parce qu'il n'y a rien du tout dessus. Mais on verra qu'avec un bidon, ça demande un petit peu plus d'effort. Alors, quand j'y suis pour redescendre, on vient ici prendre la vis et on tourne dans l'autre sens, tout doucement. Okay. Là, ça descend tout doucement. S'il y a un bidon de 100 kg dessus, ça tombe beaucoup plus. Il faut y aller avec parcimonie sur le dévissage de la vis. Alors, ce qui va nous intéresser d'abord pour étudier le basculement, c'est de mettre le système flèche avant flèche en position horizontale. Donc, on pompe jusqu'à l'horizontale. Voilà, on peut s'assurer de l'horizontalité avec un niveau, alors plutôt ici que là, parce que vous voyez que ça, ici, ça a tendance à être un petit peu penché. Voilà, j'y suis presque. Parfait. Là, je suis à l'horizontale. Je range la manette. Et donc, on s'aperçoit maintenant que cette grue peut effectivement, ici, basculer. Vous voyez, vous êtes dessus. Alors, il faut mettre quand même du poids pour que ça bascule. Et le fait d'avoir gardé l'avant des bras, ici, permet d'empêcher un réel basculement et donc de vous protéger lors des manips. D'accord ? Le seul risque, c'est de se faire écraser le pied. Mais comme vous aurez toutes vos chaussures de sécurité, normalement, il n'y a aucun souci. Bien. À partir de là, il va falloir repérer donc, les différentes forces qui s'exercent sur la grue. Ça, c'est des choses que vous avez faites sur les papiers. Et maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est d'avoir les bras de levier par rapport au basculement, l'axe de basculement possible de la grue, c'est-à-dire l'axe qui relie ici les deux galets avant. Alors, petit conseil, c'est marquer l'emplacement des galets systématiquement, parce que quand vous allez faire vos mesures qui vont se faire au sol et que malencontreusement vous shootez dans la grue, il n'y a plus aucune mesure qui est valable. Donc on va repérer la position des galets, comme ça, si la grue bouge, on peut la repositionner à l'endroit où elle était avant. Donc on va tout simplement marquer l'emplacement à la craie. Quand vous aurez terminé, vous donnez un petit coup de pied comme ça pour effacer
les emplacements, toutes les marques que vous aurez faites. Voilà. On marque l'axe de basculement, donc je vais prendre une règle pour le faire. Voilà. Donc j'ai dessiné ici l'axe autour duquel la grue peut basculer. Maintenant, je vais examiner tous les cas possibles en fait de basculement avec les forces qui s'exercent, les forces extérieures qui s'exercent sur la grue aux limites de basculement. Donc, ce qui va m'intéresser moi en premier lieu, premier chef, c'est le poids de la grue, le poids qui s'exerce 15 cm en avant de cette vis. Donc 15 cm en avant, je vais repérer ces 15 cm et je vais utiliser un fil à plomb pour essayer de voir. Alors évidemment, on n'est pas dans une précision extrême ici, on est toujours à 1 cm, on va dire, de précision, mais néanmoins, on est pas mal. Voilà. Donc je sais qu'ici, à cet emplacement, j'ai le poids qui va intervenir. Je le note avec un P pour qu'on le voit bien. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est la force exercée par la masse suspendue sur la flèche. Donc pareil, je vais venir chercher à l'aplomb du centre de gravité de la masse, qui sera forcément en dessous, ici, de la chaîne. Je viens chercher la position correspondante. Il faut éviter que ça bouge trop. Voilà. Je suis à peu près là. Voilà. Ça, ce sera ma première position. Ici. La grue peut se positionner, en tout cas la flèche peut se positionner de 3 manières différentes. Donc il suffit ensuite de dévisser l'écrou qui est derrière. On enlève la vis. On change. On passe en position 2. On remet. Alors je ne vais pas le remettre parce que je vais juste faire des mesures. Normalement en utilisation, on le remet bien évidemment. Je viens repérer l'aplomb du centre de gravité de la masse. Voilà. C'est la position 2. Alors, je vais essayer de faire dans le bon sens. Oh, oui, voilà. Position 2. On va se mettre en position 3. Voilà. Position 3. Je suis en plein sur l'axe de basculement. Position 3. Et enfin, position 4. Voilà. Position 4. Voilà. Vous avez toutes vos positions. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre les mesures des bras de levier. Avec la préparation que vous avez faite, vous allez pouvoir trouver la masse de basculement. Merci. Bien. Maintenant que vous avez fait les mesures des différents bras de levier, vous avez pu déterminer dans quelle position
et pour quelle masse on va avoir un basculement de la grue. Ce que je vous demande maintenant, c'est de comparer ces masses avec les valeurs indiquées d'origine sur la flèche et l'avant-flèche. Comparez ces valeurs et dites-moi si elles sont comparables et si elles sont différentes, pourquoi elles sont différentes. Bien, maintenant on va s'intéresser à la pression qui est exercée dans le vérin. La pression, c'est la force exercée par unité de surface. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est déterminer la force exercée par le vérin sur la flèche. Point d'application ici, point de rotation ici, donc on va avoir besoin des bras de levier des différentes forces qui s'exercent sur la flèche, que normalement vous avez établi. Il y a la réaction de l'axe ici, et la force exercée par le vérin, et le poids ici de la flèche et de l'avant-flèche. Donc, ce poids qui est normalement celui d'une masse de 13 kg, on va pouvoir mesurer cette distance, vous verrez pourquoi elle vous sert. Donc on a ici 60 cm. Je vais pouvoir mesurer celle-ci. J'ai ici 30 cm. Et avec ça, vous devriez pouvoir trouver la force qui s'exerce, qui est exercée par le vérin sur le système flèche avant flèche. Maintenant, pour revenir à la pression exercée dans le vérin, puisque j'ai dit que c'était la force par unité de surface, il nous faut donc la surface sur laquelle s'exerce cette force. Évidemment, cette surface est celle du piston qui circule à l'intérieur du cylindre. Donc il nous faut le diamètre de ce piston. Alors, je vais vous donner un certain nombre de mesures. On mesure ça avec un pied à coulisses. Ça suppose que vous sachiez vous servir d'un pied à coulisses. Il y a des tutos sur internet qui vous permettront de vous en servir. Si on l'a fait ensemble avant, je vous le montrerai. Si ce n'est pas possible, en tout cas, vous avez des tutos sur internet, allez chercher. Donc, je viens mesurer par exemple ici le diamètre de ce cylindre. Le diamètre de ce cylindre, j'ai ici 3 cm. Je viens mesurer également le diamètre du cylindre extérieur. J'ai 7 cm. Je vais mesurer également le diamètre de la vis. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, vous avez en fait une vis qui vient se fixer sur le cylindre. Donc, on a ici un écrou qui permet de visser l'ensemble. Et la jonction entre le cylindre et cette vis, elle est ici. Et le diamètre, ici, vaut 5,75 cm. Voilà. Avec toutes ces mesures, vous avez de quoi choisir, de quoi mener vos calculs et trouver la surface du piston. Il faudra justifier, bien évidemment. Donc là, maintenant, nous allons utiliser la grue pour soulever un bidon de 100 kg. Donc on utilise, pour ce faire, des élingues rigides, enfin rigides en 3 parties, qu'on vient positionner ici, et sur les côtés. Tout seul, c'est pas forcément évident. Donc on pompe, histoire de bien venir accrocher les élingues sur le côté. Voilà. Je vais enlever le transpal. Je repositionne au sol. Donc, comme je l'avais indiqué plus tôt, pour faire descendre, je dévisse. Et je fais attention à ne pas dévisser trop fort pour que ça ne tombe pas de manière brusque. Voilà. Donc là, ici, on est au sol. Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est d'amener le bidon à une certaine hauteur et je vais compter le nombre de coups de pompe nécessaires pour le faire monter de cette hauteur. Donc je pars du sol, comme ça il sera facile de déterminer de combien on s'est levé. Donc, premier coup de pompe, j'en fais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Une fois que j'en suis là, je vais mesurer, si je retrouve, il est là, mon mètre, la hauteur sur laquelle j'ai soulevé le bidon, et j'ai une hauteur de 16,5 cm. 16,5 cm. Maintenant, j'ai besoin de connaître la force que j'ai exercée. Donc, je remets le levier en position d'abaissement. Je prends ici un dynamomètre et je viens tirer et regarder la mesure de la force que j'exerce. Voilà. Pendant que je suis en train de monter, enfin, de baisser le levier, donc de faire monter le bidon, j'exerce une force de 30 newtons. Donc 16,5 cm, une force de 30 newtons. Voilà. Pendant que je suis en train de monter, enfin, de baisser le levier, donc de faire monter le bidon, j'exerce une force de 30 newtons. Donc 16,5 cm, une force de 30 newtons. Bien. Pour calculer le travail que j'ai fourni en exerçant la force pour soulever ici le bidon, j'ai besoin évidemment de la force, mais j'ai aussi besoin de la longueur de l'arc entre les deux extrémités du positionnement du levier. Donc pour ce faire, je vais utiliser ici un rapporteur. Je vais prendre dans le bon sens. Donc on va fixer ici la direction de départ. Alors, moi je fais ça un petit peu à peu près, vous serez deux, donc ce sera plus simple. Et je viens chercher, en fixant le départ, je viens chercher l'angle d'arrivée. Je suis à 180 moins 100, donc j'ai fait 80 degrés. 80 degrés. Je vous rappelle que la formule, c'est le rayon, je vais vous donner la valeur du rayon. Le rayon qui vaut 52 cm. 52 cm fois l'angle en radians. Attention, 80 c'est 80 degrés, c'est pas des radians. Donc il va falloir faire une conversion. Et là vous aurez la valeur de la longueur parcourue par l'extrémité du manche. Ici nous allons voir trois montages différents, trois égainagages différents pour cette plaque en métal. Le premier et le suivant, et ce qu'il va falloir, c'est essayer de me trouver les avantages et les inconvénients d'un montage par rapport à un autre. Alors, ce à quoi il faut surtout veiller, c'est qu'ici, vous voyez, il n'y ait pas de croisement des élingues à cet endroit-là, ni là, et que les manilles soient bien placées également, hein, qu'elles ne soient pas de travers, mal fichues ou autres, parce que ça rajouterait des contraintes supplémentaires qui pourraient engendrer des ruptures. Donc, avant de soulever la plaque, on s'assure que tout est bien mis. Ici, en prenant les versions, pas la peine de monter trop. Petit rappel, se poser la question de comment se répartit la charge sur ces quatre élingues. Normalement, dans le travail de préparation, vous avez la réponse à cette question. Maintenant, est-ce que nous avons ici un montage qui est stable? Pour ce faire, on peut ajouter une surcharge si on a, par exemple, pour simuler en fait un montage qui n'est pas équilibré, là où vous auriez une masse complètement décalée par exemple. Je peux le faire en appuyant avec mon pied. Donc, si j'appuie avec mon pied, vous voyez, j'appuie assez fort, je me rends compte qu'il ne se passe pas grand chose. Si j'appuie de ce côté, pareil, l'ensemble reste plutôt horizontal. Donc, je vous laisse conclure quant à la stabilité de ce montage par rapport à des charges qui ne sont pas réparties de manière homogène sur la plaque. Je vous laisse regarder aussi la vue d'ensemble pour pouvoir comparer avec
les deux montages suivants. Montage numéro 2. Je vous laisse avoir la vue d'ensemble pour comparer avec les autres. Comment se répartit, à votre avis, la charge sur les 4 élingues? Et maintenant, regardons la stabilité par rapport, notamment, au premier montage. On est relativement stable, mais vous avez vu, dès qu'on passe sur les côtés, ça part dans les deux sens. Okay. Donc on s'aperçoit que c'est sur les côtés qu'on est beaucoup plus déstabilisé. Quelle amélioration peut-on apporter à ce montage, justement pour éviter cette déstabilisation sur les côtés? Je vous laisse voir avec le montage suivant. Montage, donc pareil, on vérifie bien que les élingues sont bien positionnées, que les manilles sont également bien positionnées. On regarde un petit peu la vue d'ensemble, on peut comparer avec le reste. On réfléchit à la façon dont se répartit la charge sur les 4 élingues ici, sur les 2 qui sont ici, et on va tester la stabilité du montage. Donc, comme tout à l'heure, je mets mon pied dessus. Ça penche un petit peu plus qu'avec le premier montage, mais ça reste relativement horizontal. Et sur les extrémités, voilà. Ça penche un peu plus, mais ça reste à peu près stable. Voilà. Nous allons donc soulever ce rondin d'acier. Vous remarquerez que nous mettons des cales en bois au niveau du sol. 2 raisons à cela. Première raison, éviter d'abîmer le sol. Deuxième raison, éviter d'écraser les élingues. On a ici un dynamomètre qui est gradué en kilogrammes. Il y a 2 indicateurs. Il y en a un qui doit revenir manuellement, l'autre qui revient tout seul. D'accord ? Je les mets tous les deux sur 0 et je vais faire monter le rondin. Ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à déterminer l'accélération au moment du levage. Je suis à l'équilibre, j'arrête et je regarde ici mes indicateurs. Si on peut zoomer, on s'aperçoit qu'ils ne sont plus tous les deux exactement au même endroit. Je redescends au niveau du sol. Celui qui revient automatiquement se repositionne sur 0. L'autre indique une autre valeur que vous pouvez noter. J'ai provoqué ici un ballon qui peut arriver par accident. Normalement, ça ne doit pas se produire. Mais si ça se produit, comment est-ce qu'on arrête un ballon? On va amener le point d'attache là-haut, au-dessus du centre de gravité de l'objet, lorsqu'il est à l'extrémité de son parcours. Je vous laisse réfléchir à pourquoi au-dessus du centre de gravité, pourquoi lorsque l'objet est à l'extrémité de son parcours. Donc, je vais y aller. On essaie de se déplacer d'un demi-ballon pour que ce soit un petit peu plus rapide. Alors, on voit qu'il a déjà nettement diminué. Et en 2 ou 3 coups, normalement, on arrive à quasiment l'arrêter. Voilà. Là, il est quasiment arrêté. On peut l'arrêter ensuite à la main, sans risque. Donc, nous allons lever cette poutre non symétrique. Les points d'attache ne sont pas placés au même endroit par rapport au centre de gravité de la poutre qui est noté G. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel moment la poutre se met à l'équilibre. Donc, je lève la poutre. Voilà.
va la laisser tranquillement se mettre à l'équilibre. Je vous laisse observer la mise à l'équilibre. J'ai mis un fil à plomb ici pour vous aider. Vous pourrez le prolonger sur votre écran et essayer d'expliquer pourquoi on est ici dans une position d'équilibre et pourquoi auparavant on ne l'était pas. Donc, pourquoi on s'est arrêté là? Qu'est-ce qui fait qu'on est maintenant à l'équilibre?